Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa avec Ousmane Kaba. Ousmane, bonjour. Bonjour, Mona. Nous évoquons la femme en politique. Alors, nous avons comme invité sur notre plateau Madame l'eurodéputée Michèle Rivasi. Bonjour. Bonjour. Madame Justine Kazavoubou. Bonjour. Bonjour. Madame Raquel Daz-Léal, bonjour. Bonjour. Mais avant d'entamer notre discussion, je vous propose de suivre ce court extrait sur le concept Pauline, dont l'initiatrice est la politicienne Assita Kanko. La capsule a été réalisée par Sophie Peters en collaboration avec Maryse Desmet. Why is the key question. Why do you do this? Why should people vote for you? Why? Je suis Assita Kanko, fondatrice de Pauline, l'incubateur politique pour aider les femmes à entrer et à progresser en politique. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes au top en politique? Comment pouvons-nous nous renforcer mutuellement? Que pouvons-nous apprendre les unes des autres au-delà des frontières linguistiques et politiques? Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Annika Aras. Elle nous vient d'Estonie et est une stratège politique. How do you say hi in Estonian? Elle a aidé son parti à gagner plusieurs élections et elle a même produit 2 premiers ministres. Aujourd'hui, nous apprendrons comment gagner une élection en menant notre campagne comme il le faut. Pensez-vous qu'il est important aujourd'hui d'accompagner les femmes en politique, ces femmes qui se sont battues pour arracher leur droit de vote? Ben, c'est primordial. C'est primordial d'abord d'avoir des femmes en politique. Et pour qu'il y ait des femmes en politique, il faut les aider parce que souvent, elles sont beaucoup plus humbles que les hommes. Vous voyez, un homme se dit, bien sûr, moi je peux faire de la politique. Une femme dit, est-ce que j'aurai la compétence et la capacité de le faire? Donc il faut vraiment lui donner confiance en elle. Et je peux vous dire que s'il n'y a pas de femmes en politique, pour moi, il n'y a pas de démocratie. Dès que vous voyez une réunion où il n'y a que des hommes, déjà, pour moi, c'est un indice qu'il y a un dysfonctionnement. Il faut qu'il y ait des femmes de partout. Il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Pourquoi en politique, il n'y aurait pas 50% d'hommes et 50% de femmes? Et en plus, vu la violence à laquelle on assiste à l'heure actuelle, vous voyez, toutes ces guerres à droite et à gauche, tout le fait que, avec même le réchauffement climatique, on voit que c'est les femmes qui sont souvent les plus touchées. On voit qu'il y a énormément de sujets que les femmes portent, alors que ce n'est pas du tout des sujets portés par les hommes. Il faut accompagner les femmes et leur donner, je dis souvent, le pouvoir, il se prend. Il ne faut pas penser qu'on va vous le donner, le pouvoir. Il faut qu'il y ait des femmes en politique, il faut prendre le pouvoir. Et une fois qu'on est au pouvoir, il faut qu'il y ait aussi une masse critique de femmes. Parce que s'il n'y a qu'une femme, ça ne suffit pas. On est trop isolés. Donc il faut vraiment plusieurs femmes. Et ensuite, eh bien, il faut porter des sujets. Et il faut porter un autre modèle de société. Vous voyez, un modèle qui est beaucoup moins agressif, qui est beaucoup moins concurrentiel. Il faut vraiment penser aux générations futures, à l'humanité, au care. Vous voyez, moi je me bagarre pour l'Europe qui protège, vous voyez, la planète qu'on doit protéger, etc. Je suis écologiste et je me dis qu'en ce moment, on fait tout pour la détruire. Et je pense que les femmes, elles sont plus sensibles à ça. Madame Rivasi, comment expliquez-vous alors que les femmes tardent à franchir le pas en politique? Il faut à la limite les pousser. Mais parce qu'elles ont plein d'obstacles. Déjà, elles ont l'obstacle de l'éducation, où on a une éducation qui fait que les hommes, les garçons, on leur dit il faut que tu sois plus fort que l'autre, il faut y arriver, etc. Après, il y a souvent la phase des enfants. Et souvent, il y a une division du travail qui fait que les femmes, elles sont responsables. Regardez, moi, je me suis lancée en politique quand j'étais députée à l'Assemblée nationale en France, quand mes filles étaient à la fac. Je n'ai pas pu me lancer avant. Parce que pour peu qu'on divorce, etc., c'est vous qui avez la responsabilité d'élever vos enfants. Donc, vous voyez, elle a des tas d'obstacles. Mais une fois que vous avez franchi ces obstacles, il faut vraiment y aller. Et puis en plus, on est une valeur ajoutée. On a une sensibilité différente. On peut attaquer, mais de façon plus sioux, plus intelligente, plus pertinente. On est moins sur les égos.
Donc moi, je trouve que c'est un bonheur de voir des femmes. Moi, je suis très contente qu'il y ait plein de femmes. Alors, bien sûr, les hommes sont cordialement invités, mais c'est autre chose quand il y a un débat avec des hommes et des femmes. Et surtout que vous êtes plus nombreuses, hein, c'est ça qu'il faut dire. Vous Oui, avez dit mais... 50-50, il y a beaucoup plus de femmes. Mais regardez, à l'Assemblée nationale, c'est vraiment... Oui, à l'Assemblée nationale en France, c'est incroyable. Moi, quand j'ai été élue, il y avait 12% de femmes. Même au Parlement, on n'est pas 50-50. En Afrique, quand je vais dans les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y a très peu de pays où il y a moitié-moitié. C'est comme si... Et vous voyez, quand je parlais de démocratie au début, quand il n'y a pas l'égalité homme-femme, quand on ne donne pas la possibilité à des femmes, par exemple, d'être éduquées, très souvent les femmes, elles ne sont pas éduquées, on éduque surtout les garçons, mais moins les femmes, vous voyez, dans certains pays, eh bien c'est sûr qu'elles ne jouent pas, si vous voulez, dans la même cour. Et quand vous me dites comment ça se fait, mais tout fait, et ça passe énormément par l'éducation et la culture. Donc ça veut dire qu'il faut des femmes qui ont un très fort caractère. Et quand on a des femmes qui ont un fort caractère, on dit elles sont caractérielles. Hein oui, qu'après, on se paye tous les... Oui, on est pénalisé à tous les niveaux. Tout à fait. Justement, Madame Raquel Daz-Léal, vous êtes une jeune politicienne. Quelle a été votre motivation pour vous lancer en politique? Je dirais que depuis toujours, toutes mes réflexions, toutes mes actions se sont concentrées autour de l'être humain. Comment aider mon prochain? Comment améliorer ses conditions de vie? Je pense aux enfants, leur donner la chance de pouvoir s'épanouir, de se former, leur donner à tous la même chance. Je pense aussi à des femmes qui parfois ne tombent pas en meilleure compagnie, en très bonne compagnie. Donc, et j'ai envie de dire, c'est par là même que, c'est pas moi qui ai choisi la politique, c'est la politique qui m'a choisi. Aujourd'hui, c'est cette manière-là que j'ai de réaliser ma mission. Peut-être que demain ce sera autre chose, mais en tout cas, aujourd'hui je l'exerce au niveau local, puisque je suis conseillère communale depuis 2012, vous l'avez dit, à Ixelles. Mais peut-être que demain ce sera à un autre niveau de pouvoir. Aujourd'hui, voilà, le niveau communal qui est le niveau le plus proche du citoyen et là où on peut vraiment agir, là où entre le moment où on prend une décision et le moment où les actions se mettent en place, le laps de temps est très court, donc c'est vraiment du concret, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je choisirai une autre voie pour réaliser cette mission, j'ai envie de dire. Madame Justine Mpoyo-Kasavubu, Madame l'ambassadeur, donc vous avez une longue carrière en politique, vous avez été ambassadeur en Belgique ici pour la RDC, vous avez été ministre, on peut dire que vous avez la politique dans votre ADN, si je peux me permettre, parce que vous êtes aussi la fille du tout premier président, le président Kasavubu, qui était le tout premier président après l'indépendance d'un des plus grands pays africains. Que pourriez-vous nous révéler de votre expérience en tenant compte du fait que vous avez une expérience au niveau du continent africain et les autres invités ont une expérience de la femme européenne? Oui, alors vous soulignez l'expérience par rapport à la dimension africaine. C'est ce qui m'a valu tout récemment, il y a quelques jours à peine, le prix international GIFA d'or de la femme politique africaine de l'année 2018. Donc cela veut dire que le rôle de la femme africaine est aujourd'hui pris en considération. Alors par rapport au Congo, vous venez de rappeler justement que je suis liée à l'histoire de ce pays. Mais je pense aussi que le déclic qui fait que la femme politique congolaise puisse vraiment se sentir engagée, ça tient aussi de l'histoire de ce pays. Et le Congo a un statut particulier sur la scène
africaine et sur la scène mondiale. Et donc, nous n'avons pas le bénéfice des mêmes atouts que nos consoeurs européennes parce que nos pays sont en construction, nos pays sont en train de se redéfinir parce que sommes-nous en démocratie ou bien la démocratie est encore à conquérir? Or, la démocratie est à conquérir. Et donc, nous avons un double combat. L'enjeu pour les femmes, c'est pas simplement donner de la voix dans les débats politiques, mais c'est aussi de militer pour que la démocratie s'instaure dans notre pays. Et c'est là tout l'enjeu, parce que, voyez-vous, nous avons eu une démocratie qui fonctionnait plus ou moins malgré les difficultés, la Première République jusqu'en 1965. Et là, l'effort était consenti pour promouvoir l'éducation des femmes, pour permettre aux femmes de s'ouvrir à l'éducation et enlever cette mentalité qu'il y avait que dans les traditions, on veuille simplement confiner la femme à la cuisine ou dans des rôles secondaires. Et donc ça, c'était l'effort de la Première République. Mais par la suite, lorsque nous sommes entrés en dictature, eh bien, il a bien fallu constater que le rôle de la femme n'était pas perçu comme partenaire pour construire la démocratie, mais beaucoup plus comme instrumentalisation indispensable pour asseoir la dictature. Et donc l'image de la femme congolaise a été totalement biaisée parce que on ne faisait plus la promotion de la femme en tant que partenaire pour lutter pour des droits et pour des revendications sociales, mais beaucoup plus pour faire valoir la dictature et donc consolider la déliquescence qui a conduit notre pays à la situation actuelle. Et donc moi je me sens totalement engagée parce que j'ai cette responsabilité historique de par le nom que je porte. Et donc je vois des injustices et par ce nom, je me dois d'intervenir dans le débat politique. Est-ce que justement, Madame Justine Kasavubu, avec cette expérience que vous avez accumulée, que ce soit en tant que ministre, ambassadeur, mais surtout écrivaine, et vous avez vu donc, vous êtes une historienne de la politique congolaise, comment pouvez-vous expliquer que ce grand pays ne respecte pas un certain nombre de principes, par exemple, par rapport aux femmes? Je prends le cas du Rwanda. C'est pratiquement le seul pays en Afrique aujourd'hui où il y a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée que d'hommes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, mais écoutez, là, vous touchez un dossier très chaud parce que, écoutez, moi, je ne vais pas me référer au Rwanda par rapport au pourcentage de la présence des femmes au Parlement. Parce que, justement, nous avons un contentieux aujourd'hui avec le Rwanda. Alors, quel est le rôle des femmes congolaises par rapport au contentieux que le Rwanda crée dans notre pays par l'occupation militaire et l'infiltration administrative? Et donc là, moi, je me sens tout à fait responsable parce que je considère que s'afficher devant la communauté internationale comme un pays modèle parce qu'on a 50% des femmes ou plus ou moins dans son Parlement, mais par ailleurs provoquer la guerre dans un pays voisin où justement ce sont les femmes qui sont les premières victimes de cette infiltration, de cette occupation militaire par les viols massifs, le docteur Mukwege en a souvent parlé, et par aussi les massacres des populations. C'est la femme qui subit cette guerre d'agression dont le Rwanda est l'auteur aujourd'hui. Et donc, oui, moi je me pose la question... Quand même. Oui, mais je pense que la responsabilité ici, c'est d'interpeller justement les femmes qui sont dans le pouvoir rwandais. Qu'est-ce qu'elles font pour empêcher que leurs sœurs d'un pays voisin ne subissent encore plus longtemps toutes ces meurtrissures? Madame Rivasi, je pense que vous aviez une remarque à faire par rapport... Non, mais je crois que ce qui se passe en République démocratique du Congo et au Rwanda, là où je vous suis, c'est pas parce que vous êtes à 50% à l'Assemblée que le sort des femmes a changé. Il faut une vraie mobilisation des femmes et en même temps faire comprendre aux hommes qu'une société, elle se construit homme-femme. Et que tant qu'il n'y a pas un respect, une égalité dont je parlais tout à l'heure, ça ne peut pas marcher. Là, juste, je voulais vous faire une remarque, parce que quand je vais en République, j'adore ce pays, mais je suis toujours... Ça me fait mal quand je vois le positionnement des femmes, leur situation, la violence qu'on fait aux femmes. Vous avez cité Mukwege, qui avait reçu d'ailleurs le prix Sakharov ici au Parlement européen. Et je me dis, mais... Vous voyez cette violence qu'il y a au niveau des hommes qui sont soit payés par le gouvernement ou payés par des multinationales ou enfin bon, on trouve de tout, hein, République. Et ce n'est pas que les Rwandais, vous voyez. Mais on dirait que c'est pour détruire la vie, qu'ils attaquent les femmes pour détruire la vie, comme si ce qu'ils faisaient c'était odieux et ils s'en apercevaient inconsciemment. Et que moi ça me... Et donc ça passera par l'éducation.
Vous voyez, un changement de culture et surtout qu'il y ait plus de femmes au pouvoir. Parce que si vous déléguez le pouvoir aux hommes, eh bien, les hommes défendront leur territoire. Un homme fonctionne en territoire, une femme beaucoup moins. Une femme, par notre passé, elle est plus médiatrice. Vous voyez, elle essaie d'être beaucoup plus inclusive. Un homme, c'est, voilà, j'ai mon pouvoir, j'ai mon territoire, tu ne marches pas dessus. Et voilà, on a des dictateurs, Et après, une certaine complicité des femmes aussi. Regardez dans la culture, combien de femmes ont accepté d'être soumises, ont accepté de subir des atrocités, etc. Donc, il faut... Et alors, au niveau des ACP, on organise un forum de femmes. Et ce forum, vous voyez, il commence souvent en début. Et moi, je voulais que ces femmes puissent faire un rapport qui soit au niveau des ACP. Et bien, même au niveau des ACP, j'ai du mal à faire en sorte à ce que ce rapport soit en plénière. Vous voyez, comme si... Pas Afrique, Caraïbes, Pacifique. Oui, j'en ai dit tout à l'heure, Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est une assemblée parlementaire qui réunit 76 États, donc de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique, plus de l'Union européenne. Et je trouve que c'est très intéressant ces échanges. Mais quand je dis, on va en discuter, le problème des femmes, mais c'est comme si c'est secondaire. Vous voyez, le premier problème, c'est l'économique, c'est le business. Ça, c'est important. Hein. Mais comment sont éduqués nos gamins? Est-ce qu'on a un bien-être? Est-ce que les gens mangent à leur faim? Est-ce qu'on a droit à la santé? Est-ce qu'on a de l'eau potable? Vous voyez, des choses est-ce qu'on vit bien, quoi? Est-ce qu'on est heureux? On n'a pas besoin d'avoir des millions pour vivre heureux. Or, regardez le modèle qu'on enseigne. C'est le modèle de la puissance, c'est le modèle de la concurrence, c'est le modèle du fric. Vous voyez, si vous n'avez pas une montre, je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas un homme. Justement, en partant de cette revendication de plus de femmes au pouvoir, avant de poursuivre, on va suivre ce deuxième extrait. C'est toujours Assita Konko qui a aussi pris l'initiative de créer un projet, Pauline. Et donc, je vous propose de regarder ce deuxième court extrait. So you have great experience about political strategy, about campaigning. And imagine that I am a new politician. I come in today and I'm going to run for the first time. What would be your 3 special advice to me on what I should think of? Well, first, I think you should rehearse in asking yourself always why. Why is the key question. Why do you do this? Why should people vote for you? Why, actually? If you say the things you say, why should they vote for you? Always question it. And then I think you will get those answers that you need to run a proper campaign. Secondly, know where you're going. You have to have your goal. And thirdly, team. Okay, there's 4th and 5th also. You can give as many as you want. So you need a team, and you need to do a lot of research. Data is everything. And if you really want to do a successful campaign, you got to look into the numbers. I've been long enough in politics that I have some kind of a gut feeling, but that gut feeling sometimes really betrays you. So that's why I always look into the data, and our team looked into the data a lot. Raquel, justement, vous avez participé à un de ces événements, Pauline, initié par Assita Konko. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, eh bien, je vous avoue que quand j'ai dit à Assita, qui est par ailleurs une amie et une collègue, que j'allais assister à son événement, j'allais un petit peu avec des pieds de plomb. Et puis, au fur et à mesure de la journée, je me suis rendu compte, et en entendant tous ces orateurs, ces oratrices, apporter leurs conseils, nous dire pourquoi les femmes en politique, ça ne marchait pas, qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus en politique, eh bien, je suis ressortie de là, et d'ailleurs, je remercie Assita, je suis sortie de là avec une pêche d'enfer. Et j'ai eu une envie irrépressible de prendre contact personnellement avec certaines de ces oratrices. Et je vous avoue, la première réunion s'est tenue en février de cette année. Il y en a une prochaine au mois de juillet. Eh bien, depuis février 2018, j'ai fait d'énormes progrès. J'ai développé mon réseau. On m'a donné plein de conseils en termes d'outils, de codes,
liées, enfin propres et spécifiques au monde politique, ce qui n'est pas simple, parce que c'est vraiment un monde, j'ai envie de dire, archaïquement misogyne. Et donc, il faut sortir de là. Et donc, tous ces codes, tout ce réseau, c'est indispensable dans le domaine politique. Donc voilà. Et rien que pour ça, depuis février, je vous dis, j'y ai participé, j'ai fait d'énormes progrès, je me suis constitué un réseau et je ne peux que conseiller aux femmes d'adhérer à ce genre de réseau parce qu'on est là aussi pour s'entraider. Ok. Vraiment. Justement, Madame Rivazé, que pensez-vous de ce genre d'initiative solidaire entre femmes où des femmes de différents courants politiques se réunissent pour voilà, un peu s'impulser? Alors, je vous ferai une double réponse. Je pense qu'on a besoin d'une formation par rapport à la connaissance de ce milieu. Vous avez raison. Mais par contre, quand on fait de la politique, il faut avoir des convictions. Parce qu'on ne tient pas longtemps. Si on n'a rien, si on ne sait pas pourquoi on se bagarre, eh bien, après, vous allez tomber dans... Vous voyez, des gens qui vous disent, bon, ben, je fais ça. Alors, surtout les femmes, on va leur donner le social, vous voyez, l'éducation, la santé. Mais il faut de la niaque. Il faut former une femme au rapport de force. Il faut gagner les arbitrages. Parce que si on ne gagne pas les arbitrages, eh bien, vous êtes toujours mis à l'écart. C'est vrai. Mais moi, ce qui m'a formée, en fait, c'est... Quand je suis passée du mouvement associatif, vous voyez, j'avais fondé la CRERAT, qui est un laboratoire indépendant au moment du passage du nuage de Tchernobyl. J'étais contre le nucléaire. Vous voyez, je me bagarrais contre ça, contre des gens qui disaient « Mais non, il n'y a pas eu de particules alors qu'on en a été bourré ». Et je me disais « Mais comment on peut mentir aux gens ?» Je vous assure que ça vous a formé. Hein. Donc après, quand on me disait « Non, on ne vous donnera pas ce rapport », ah bon, je n'aurai pas ce rapport, je vais faire une conférence de presse pour dire qu'on ne veut pas donner un rapport à une femme, et d'autant plus avec une formation scientifique. Vous voyez, sans arrêt, ça vous forme au rapport de force. Et là, vous gagnez vos combats. Et quand vous gagnez vos combats, vous êtes reconnu aussi par les autres. Et ça, c'est une formation. C'est pas... La politique, c'est pas vraiment un chemin tranquille. Hein. C'est vraiment... Et puis chaque fois, même, il y a des écueils. Des écueils. Et là où... je me rappelle, Yvette Roudy, à l'Assemblée, elle me disait, Michel, il n'y a pas assez de lobby féminin. Les femmes ne sont pas assez solidaires entre elles. Et c'est vrai. Vous voyez, parce que les femmes, elles jouent aussi sur la concurrence, sur la séduction, sur le truc de milieu, en disant, voilà, je vais en écarter certaines, parce que c'est moi la meilleure. Et elles jouent le même jeu que les mecs. Donc il faut une solidarité. Quand, par exemple, on dit, qui sera président de telle commission? Pourquoi c'est toujours les hommes? Et à un moment, il faut bien qu'elles se lèvent en disant, non, on va faire moitié-moitié. Oui, on n'est pas pour prendre tout le pouvoir. On est pour, vous voyez, le partager. Le partager. Hein? Mais nous sommes responsables, finalement, de cette situation. Parce que nous n'osons pas prendre la parole. Parce qu'on n'ose pas prendre la place qui, finalement, nous revient. Tout à fait. Et si on la prenait, on pourra alors défendre nos idées. Quelle est l'attitude ou l'impression de Madame Justine Kazavoubou dans ce débat sur la femme en tant que telle? Mais justement, ici, je mesure vraiment l'écart qu'il y a entre justement nos consoeurs de la culture occidentale et nous. Parce que lorsque la femme a l'audace de chercher à prendre le pouvoir, à prendre sa place dans le débat politique, mais il faudrait encore qu'il y ait une culture politique derrière tout cela pour comprendre que justement cette bagarre, elle a la légitimité de mener ce combat. Mais la culture politique chez nous, elle est gangrénée des systèmes politiques qui gèrent nos pays. Or, nous n'avons pas une tradition démocratique. Nous avons eu que des dictatures. Et c'est ça un peu la particularité des pays africains. Et donc, la femme qui prend le courage de se battre, de se mettre à l'avant-plan, elle doit non seulement gagner ce rapport de force, justement, mais elle doit aussi veiller à ce que cet élan ne s'éteigne pas. Parce que, au regard des hommes, elle n'a pas automatiquement cette légitimité. On lui dénie cette légitimité. Et donc, elle a à la fois ce challenge,
dont elle doit tenir compte, mais elle a aussi les luttes internes. Est-ce que les autres femmes voient la chose de la même manière? Ce n'est pas tout à fait évident, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'instrumentalisation que les dictatures font de la femme en politique. Et ça, je dois vous avouer que c'est un carcan qui est très, très difficile à dégager. 2 dictons, Madame Justine Kazavoubou. On dit souvent, le sage dit, éduquer un garçon, c'est éduquer un homme. Éduquer une femme, c'est éduquer l'humanité. Or, en même temps, on dit, qui ne va pas à la politique vient à vous, parce que ceux qui vous dirigent l'utilisent. Et vous, votre expérience, quand on regarde, quelle est votre activité aujourd'hui? Est-elle politique? Est-elle scientifique? Est-elle de réflexion? Ou bien tout simplement de révolte? Non. Elle est de fait à ces 3 niveaux-là. Il y a de la révolte, il y a aussi le souci d'instruire et donc d'écrire, parce qu'il faut penser aux générations futures. Quelle est la définition de notre pays qu'on va leur laisser, pour que, à leur tour, les générations futures sachent exactement quels sont les enjeux, quelle est la souveraineté qu'il faut défendre. Mais c'est aussi le débat, je dirais, de la justice et des enjeux de tous les jours, c'est-à-dire le développement, le rôle de la femme, la participation de la femme comme partenaire, et donc son rôle aussi prépondérant dans l'éducation. Et c'est vrai que éduquer une femme, c'est éduquer une nation, mais pour autant que cette nation ait des règles du jeu claires, qui ne soient pas perpétuellement remis en cause parce qu'un dictateur vient, change la constitution, d'autres partenaires politiques viennent et puis considèrent qu'on peut s'éterniser au pouvoir et qu'il n'y a pas d'alternance. Donc il y a toutes ces règles et ces usages qui doivent être intériorisés. Or, nous sommes loin du compte. Et donc, ça vous met... Y a-t-il une lueur d'espoir pour le Congo? Bien entendu qu'il y a de l'espoir, sinon moi je ne me battrais pas. Et ce prix, justement, que je viens d'obtenir, le GIFA d'or 2018, mais c'est justement pour nous dire qu'il faut aller de l'avant et qu'on nous donne ce courage, on nous carbure pour que nous puissions effectivement marquer le pas et aller vraiment vers les enjeux dont notre pays a besoin. Oui, okay. C'est vraiment pour marcher. Et donc, je dirais comme nos consoeurs en France, nous ne sommes pas simplement en marche, mais nous sommes vraiment en route. Ok, donc on arrive à la fin de notre échange. On va arrêter sur une note positive. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet échange, en espérant que ça inspire toutes ces femmes qui veulent se lancer en politique. Et vous êtes bien entendu les bienvenus pour poursuivre ce genre d'échange dans notre émission Africa Europa. Et en tant que seul homme, je dis vive la femme. Merci Ousmane. Merci, à très bientôt. Merci.